Chapitre 19. Un mauvais moment à passer. 26 novembre 2013, 4 février 2014. Harry fut presque heureux de retrouver la morne routine de ses devoirs de commandant des Aurores au sortir de l'enquête sur la disparition du neveu du propriétaire du Magicobus. Pour l'instant, rien n'avait filtré dans la presse. Mais il n'en serait sans doute plus de même au moment du jugement. Le mois de décembre arriva vite, et les fêtes ramenèrent les élèves de Poudlard à la maison. Le soir du réveillon, Harry renvoya ses collègues chez eux dès 16 heures, sauf ceux qui étaient de garde, à qui il fit livrer un repas de traiteur pour compenser la perte de leur soirée familiale. De retour chez lui, il retrouva Ginny qui avait, elle aussi, fermé tôt son musée. « On n'a eu personne cet après-midi, » expliqua-t-elle. Tout le monde achetait ses derniers cadeaux. Du coup, j'ai accordé la fin de la journée au personnel. Les meurtriers doivent avoir trop de courses à faire pour nous occuper à plein temps aujourd'hui, plaisanta Harry. Par contre, Ron et George travaillent comme des fous ce soir, commenta son épouse. Ils ont embauché Teddy avec double paie. Andromeda aimerait qu'il travaille un peu moins pendant les vacances et un peu plus à Poudlard. Mais il adore vraiment donner un coup de main à la boutique et il est enchanté d'être rétribué pour sa peine. Bien que Harry ait fait en sorte que son filleul et sa grand-mère aient une pension confortable, Andromeda mettait un point d'honneur à apprendre à Teddy la valeur des galions et la nécessité de ne pas les dépenser à tort et à travers. Elle avait donc limité l'argent de poche qu'elle lui donnait et demandé à Harry de ne pas trop gâter financièrement le jeune garçon. Travailler permettait à Teddy de contourner les principes de sa grand-mère sans qu'elle puisse s'y opposer. Les Potter prirent leur temps pour s'habiller et préparer les enfants avant d'aller au terrier. Ils y retrouvèrent Arthur et Molly, ainsi qu'Angelina, Audrey, Hermione, Andromeda, Charlie, Bill et Fleur, et tous les enfants. Lily, Albus et James abandonnèrent immédiatement leurs parents pour aller jouer avec leurs cousins. Percy ne tarda pas trop à arriver. Il passait vraiment beaucoup moins de temps au ministère depuis qu'il était marié, et Molly servit les entrées en guise d'apéritif pour faire patienter ses hôtes en attendant les sorciers facétieux et leurs apprentis. Enfin, les commerçants se présentèrent, et la maîtresse de maison convia toute la famille à s'installer pour manger. Il eut le désordre habituel. 14 adultes et 12 enfants tentaient de trouver leur place autour de la longue table. Tout le monde était en train de s'asseoir quand Teddy bouscula Victoire en lui marchant sur le pied. Il faut dire qu'il avait respiré par erreur un peu de poudre de clown et s'était retrouvé affublé de 2 grandes péniches. « Mais fais attention, espèce de craque-molle !» lança la jeune fille. « Victoire !» s'offusqua sa mère, qui, malheureusement pour la jeune fille, était assez près pour avoir tout entendu. « Quoi ?» se plaignit l'adolescente. « Je parle à Teddy. »« N'utilise pas ce mot, » lui intima Fleur. « Pas comme une injure. Tu sais que nous ne tolérons pas qu'on se moque de ceux qui n'ont pas de magie. » Victoire soupira exagérément. « Pfff, avec ton raisonnement, on ne peut traiter personne d'imbécile, parce que ce n'est pas la faute des Bills s'ils ne sont pas intelligents. On ne peut plus rien dire alors. Certaines injures sont moins acceptables que d'autres, en fonction des valeurs que nous défendons, justifia sa mère. Maintenant, soit tu demandes pardon, soit tu sors de table. Est-ce clair? C'est injuste, c'est comme ça. Ouais, on ne va pas en faire une potion. Teddy, t'es pas craque-molle, juste un idiot de garçon. Ça va comme ça? Baisse d'un ton si tu ne veux pas être puni, lui rétorqua sèchement Fleur. L'adolescente s'assit, la moue boudeuse, tandis que Teddy, qui semblait assez imperméable aux injures, qu'elles soient acceptables ou non, prenait enfin place à côté d'elle. C'est de son âge. C'est un mauvais moment à passer, dit Molly pour calmer sa belle-fille, quand le brouhaha qui s'était interrompu pendant la prise de bec s'éleva de nouveau.
La question est de savoir si on va tenir jusqu'au jour béni où ce sera effectivement derrière nous, grogna Fleur. Elle le fait exprès ou quoi? C'est certain que d'autres milieux sont moins accommodants, sourit Harry, qui était installé à côté de sa femme. Quand on se fait féliciter pour avoir utilisé les termes de sang de bourbe, elfe de maison, ou même moldu, comment s'opposer à ses parents? Vous pouvez rire. Un jour vous supplierez qu'on vous rende vos gentils bébés d'il y a quelques années, les prévint Bill. Nous compatissons, assura sa sœur. Et on sait que ça nous pend au nez. C'est pour ça qu'on tente d'en rire. Allons, Fleur, ce n'est pas si grave, assura Molly d'un ton apaisant, voyant que sa belle-fille ne se laissait pas attendrir par les plaisanteries des autres. Elle a utilisé ce mot sans y penser. Elle a bon cœur, et il ne lui viendrait pas à l'idée d'injurier un craquemol si elle en rencontrait un. Fleur s'apaisa un peu, d'autant que la défense des craquemols était entrée dans la famille par Molly. En effet, Mrs. Weasley faisait toujours partie du conseil d'administration de l'école élémentaire des petits sorciers. Or, au cours de la décennie écoulée, des élèves en dernière année n'avaient pas reçu leur lettre de Poudlard. Les parents, souvent sans pur, et ne connaissant rien au monde moldu, même s'ils s'étaient montrés assez progressifs pour scolariser leurs enfants, s'étaient tournés vers l'école pour trouver une solution. En effet, une partie des maîtres et maîtresses qui s'occupaient des petits étaient des instituteurs moldus apparentés à des sorciers. Ils avaient été considérés de bons conseils pour trouver un établissement convenant aux enfants sans magie. L'école avait été plus loin. Non seulement elle avait aidé les parents dans leurs démarches administratives, mais elle leur avait suggéré de fonder une association pour fournir assistance et soutien aux personnes partageant leurs difficultés. Une mère d'élèves avait pris les choses en main et avait proposé une série d'idées pour venir en aide aux familles dans ce cas. Ainsi, ceux qui le désiraient pouvaient placer leurs enfants dans le même collège moldu, pour que ceux-ci se sentent moins perdus. Le ministère, saisi par une demande, avait fait installer une cheminée à proximité de l'établissement pour faciliter l'arrivée des élèves chaque matin. Elle avait été conçue sur le modèle de celle qui desservait le quartier où vivaient Ron et Hermione. C'était une voiture stationnée dans une rue, bardée de repousses moldues, pour détourner l'attention, mais de laquelle personne ne pouvait s'étonner de voir sortir ou entrer des collégiens. Cela s'était mis en place sur plusieurs années, et Molly leur avait rendu compte au fur et à mesure des avancées de la situation. Toute cette organisation avait eu une excellente influence sur les familles concernées. S'occuper des enfants craquemols était moins problématique. Les tensions que cela créait auparavant dans les foyers avaient diminué. Cela restait encore honteux, mais les parents, se sentant moins isolés et voyant leurs enfants s'épanouir, en parlaient plus aisément, et le sujet était de moins en moins tabou. Le terme craquemol, cependant, était toujours une injure relativement courante dans le monde sorcier, faisant concurrence à travailler comme un elfe, soûl comme un troll ou retors comme un gobelin. La suite du repas se déroula sans anicroche. Charlie fit son habituelle livraison sur la moto de Sirius, Célestina Moldubec leur fit admirer son chaudron plein de passion, et on mit les enfants au lit. Une fois la trêve des confiseurs terminée, la presse annonça l'imminence de l'audience qui devait juger Janet Plunkett pour le meurtre du cousin de son mari. Les soupçons qui avaient pesé sur Edmund, le frère du défunt, justifiés par l'attirance qu'il éprouvait pour sa belle-sœur, furent abondamment commentés par les journaux, rendant l'affaire très populaire. Harry était pratiquement certain qu'aucun de ces hommes n'avait vendu la mèche ni parlé à la presse de la manière dont l'enquête s'était dans un premier temps dirigée vers Edmund. Le reste de la famille Plunkett avait tout intérêt à garder le silence sur cet épisode. Non,
Cet étalage sordide ne pouvait profiter qu'à une seule personne. Le commandant des Aurores regretta que Janet n'ait pas accepté d'être défendue par Bielinski. L'avocat aurait sans doute fait son possible pour que chaque preuve soit remise en cause, mais il n'aurait jamais utilisé un moyen aussi bas et embarrassant pour le reste de la famille. Mais Harry ne pouvait rien faire d'autre que refuser de faire le moindre commentaire sur l'affaire et préparer son dossier de manière à confondre Janet de la manière la plus irréfutable possible. Il savait qu'elle ne plaiderait pas coupable et que son défenseur ferait tout pour rejeter les soupçons sur Edmund, ou du moins faire valoir un doute assez persistant pour qu'on ne puisse pas condamner l'épouse de Marvin. Enfin, le procès commença. Harry était le principal témoin de l'accusation. Dans la salle où il devait attendre d'être appelé, il retrouva Edmund Plunkett, qui avait été cité par la défense. « Ça va » s'inquiéta Harry. « Il faut bien, » soupira le malheureux. « Un très mauvais moment à passer. Et ensuite, ce sera terminé, » tenta de l'encourager Harry. « Oh, je ne pense pas qu'on laissera tomber si facilement une histoire aussi croustillante, » fit Edmund d'une voix lasse. « Il ne faut pas y prêter la moindre attention, » conseilla Harry. « Plus facile à dire qu'à faire, » rétorqua son interlocuteur d'une voix agacée, comme si on lui avait trop de fois sorti cet argument. Harry le considéra un moment sans rien dire, puis demanda d'une voix douce. « Vous vous rappelez qui je suis ?» Edmund le regarda, étonné. « Le commandant des Aurores ? Avant. » Avec hésitation, se demandant manifestement où Harry voulait en venir, Edmund hasarda. « Le survivant ? » Exactement. Celui qui a été interviewé par Rita Skeeter à 14 ans, qui a été traité d'adolescent mythomane à 15, qui a été déclaré ennemi numéro 1 à 17, et qui a réapparu, après 9 mois d'absence, à la une de la Gazette du Sorcier, avec un bébé dans les bras. Quand je vous explique comment vous protéger de la presse, Mr. Plunkett, je sais exactement de quoi je parle. Le regard d'Edmund changea, mais il protesta. Je ne peux pas totalement ignorer ce qui est dit de moi. Bien sûr que si, assura Harry. Rien ne vous oblige à lire les journaux. Arrangez-vous, pendant quelque temps, pour ne parler qu'à votre famille et à vos collaborateurs. Ils ne feront aucun commentaire, soit parce qu'ils vous aiment, soit parce que vous êtes leur patron et qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Ce que vous ne savez pas ne peut pas vous blesser. « Mais je dois lire les journaux pour mon travail. Demandez à votre secrétaire de faire une revue de presse avec les articles susceptibles de vous intéresser professionnellement et de brûler le reste. Mon adjoint s'en est chargé durant des années pour moi. Mais cela n'empêchera pas les gens de parler dans mon dos. Certes, mais quand vous serez devant eux, vous n'aurez aucune idée de ce qu'ils peuvent en dire, et ça vous évitera de vous demander s'ils sont en train d'y penser. Le fait même de savoir qu'ils ont discuté de ma vie privée est déjà insupportable. Croyez en mon expérience, ça l'est beaucoup moins quand on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Et pour ce procès, vous allez y assister, c'est bien suffisant. N'en lisez aucun compte-rendu, ce serait vous torturer pour rien. Si vous le dites, hésita Edmund. Je le dis, je l'affirme, et je le pratique depuis maintenant 15 ans. Tentez l'expérience pendant les 2 prochaines semaines au moins. Je suis certain que vous vous sentirez mieux. Je vais y réfléchir. À ce moment, la porte s'ouvrit et Nell fit son entrée. Harry réalisa qu'elle aussi avait été citée à témoigner, et son aversion pour l'avocat de Janet monta encore d'un cran. La veuve eut un mouvement de recul en découvrant son beau-frère, et elle balaya frénétiquement des yeux l'endroit avant de repérer une chaise éloignée où elle s'installa. Sans leur accorder un autre regard, elle sortit un livre de son aumônière et se plongea dedans.
Edmund s'était de son côté abîmé dans la contemplation de ses chaussures. Dans l'atmosphère devenue pesante, Harry accueillit l'arrivée de l'huissier qui le priait de se présenter immédiatement devant la cour avec une infinie reconnaissance et s'empressa de le suivre. Il fut relativement satisfait de son audition. Il avait désormais l'expérience des procès et présenta son dossier posément, alignant les preuves recueillies et indiquant le raisonnement qui les avait amenés à éliminer toute autre possibilité. L'avocat de l'accusé n'était pas mauvais, mais Harry connaissait toutes les ficelles des contre-interrogatoires et ne se laissa pas piéger. Ce fut ensuite au tour d'Edmund, puis de Nell, d'être interrogés par la défense. Ils avaient bien préparé leur audience, et Harry y reconnut la patte de Bielinski. Chacun en dit le minimum, profitant de leur statut de témoin pour refuser de répondre aux questions trop personnelles. Edmund arriva à glisser à quel point il aimait son frère et était profondément meurtri par sa disparition. Nell affirma tranquillement que son beau-frère n'avait jamais témoigné en sa présence d'un attachement autre que l'amitié, que ce soit avant ou après la mort de son mari. Quand l'avocat de Janet lui infligea la lecture de la lettre d'amour qu'Edmund avait écrite à son intention, elle répéta que la conduite de son beau-frère avait toujours été d'une correction sans défaut. Elle parvint également à évoquer le bonheur qui avait été le sien durant son bref mariage et fit savoir que, depuis son veuvage, elle vivait très retirée, ne voyant que son oncle et sa tante par alliance. Janet, quand le représentant du ministère l'interrogea, fut sans concession envers sa belle famille. Elle laissa clairement apparaître son ressentiment et son mépris à l'égard de ceux dont elle portait encore le nom, affirmant qu'ils s'étaient ligués contre elle pour sauver la tête d'Edmund. Harry jugea, à la mine pincée de son défenseur, qu'elle ne suivait pas les conseils de retenue qu'il avait dû lui donner, et nota avec satisfaction que l'animosité de l'accusé indisposait le jury. Celui-ci délibéra longtemps, et Harry craignit que les dénégations répétées de Janet et la campagne de presse infamante pour Edmund n'aient porté leurs fruits. Mais finalement, Janet fut déclarée coupable du meurtre de Gerald Plunkett et de l'elfe Catena, et condamnée à 20 ans d'emprisonnement à Azkaban. Heureusement pour la famille Plunkett, le monde sorcier eut bientôt d'autres sujets de conversation. En effet, l'élection du ministre de la Magie devait avoir lieu 3 mois plus tard. Kingsley présenta son successeur politique. Le grand public s'intéressa à sa personnalité et les journaux exposèrent ce qu'ils savaient de lui. Cela correspondait à ce que Percy en avait révélé à Harry. Sa carrière au ministère à la sortie de Poudlard, sa mère tuée quand elle avait voulu empêcher l'arrestation de son mari durant l'année des ténèbres, son père emprisonné à Azkaban à cause de ses origines moldues, sa fuite avec son petit frère qu'il avait réussi à récupérer in extremis à l'école de Brocklehurst où il étudiait, puis son retour au ministère dès la guerre terminée. Le candidat permit à Sorcière Hebdo de visiter sa maison à Tut's Hill, dans le pays de Galles. Quand la journaliste du journal lui demanda pourquoi il n'y avait pas de Mrs. Ackerley, le célibataire répondit qu'il n'avait pas eu la chance de rencontrer la femme de sa vie. Vision romantique qui plut beaucoup aux lectrices du magazine. Alternative Magique posa des questions davantage centrées sur le bilan que le candidat faisait des 15 années où Kingsley était resté au pouvoir et l'interrogea sur son propre programme. Ce qui en ressortait ramena également Harry à la discussion qu'il avait eue avec Percy. Ackerley était un progressiste, mais n'avait pas le même souci que le ministre sortant d'améliorer le sort des créatures magiques. D'autre part, il était beaucoup plus ambitieux politiquement et prenait bien garde de ne rien dire qui soit impopulaire. C'était normal en période électorale, mais Harry était de plus en plus convaincu
que cela ne changerait pas après une éventuelle élection. En effet, l'homme voudrait tout faire pour se maintenir à son poste, même si c'était au détriment des créatures douées de magie. Heureusement, par son discours, mais aussi son ascendance, son ouverture d'esprit concernant ce qui était moldu, était sans équivoque. La Gazette du Sorcier parla assez peu du candidat progressiste. Elle se contenta de monter en épingle les décisions politiques les plus impopulaires de Kingsley. Son refus d'imposer la prise de la potion Tulou au loup-garou, ou son manque de fermeté envers le moldu, qui avait révélé sur Internet l'existence du monde magique pour récupérer son enfant, enlevé par les grands-parents sorciers. Les termes des articles étaient mesurés, contrairement à ce qui aurait pu se passer quand le quotidien était sous la direction de Barnabas Cuff. Mais le nouveau directeur, Harold Tribune, était plus fin et, de ce fait, encore plus percutant. Le journal faisait aussi la part belle à l'éternel candidat traditionnaliste au poste de ministre de la magie, Berthold Higgs. Si Harry espérait qu'Ackerley soit élu, il se sentit moins personnellement engagé par la bataille politique que les fois précédentes. Pour commencer, il n'avait pas avec Ackerley les mêmes relations qu'avec Shacklebot. Ils n'avaient pas fait la guerre ensemble. Ensuite, il savait que ce n'était pas à lui de s'investir pour le mener au pouvoir. L'homme était un fin stratège qui n'avait pas besoin que d'autres prévoient sa campagne pour lui. Quoi qu'il en soit, en tant que commandant des Aurores, Harry estimait qu'il avait un certain devoir de réserve. Le corps des Aurores partageait ses faveurs entre les deux candidats et il ne voulait pas que l'élection devienne un sujet trop brûlant au QG. Un mois avant l'élection, cependant, Harry se trouva malgré lui mêlé à la campagne d'une manière qu'il n'avait pas envisagée. Cela commença par une note de service qui vint voleter sous le nez de Harry. Celui-ci la saisit pour la déchiffrer. Elle était signée d'Eric Munch, qui était chargé de l'accueil au ministère. Il indiquait qu'une certaine John Pennyfold désirait parler au commandant des Aurores. Il fallut quelques secondes à Harry pour déterminer qui elle était. L'Aurore griffonna en réponse de la laisser monter et renvoya le papier. Ensuite, il alla sur le palier pour accueillir la femme quand elle sortirait de l'ascenseur. John Pennyfold parut soulagé de le voir quand les portes s'ouvrirent. Harry la salua et la pilota vers son bureau. Il la fit asseoir, lui proposa un thé, puis s'enquit de la raison de sa visite. « Je suis désolée de vous déranger, » commença-t-elle, « mais je ne savais pas à qui d'autre en parler. Vous vous êtes montré si compréhensif la dernière fois. Vous avez été très efficace dans l'affaire de Wigglesmate, lui rappela Harry. C'est grâce à vos visions que tout s'est bien terminé et que nous avons réussi à coincer le kidnappeur de la jeune Meghan. Mise en confiance, elle se lança. J'ai fait un rêve cette nuit. J'ai vu le candidat Ackerley et il semblait mort. Stanislas Pritchard, qui travaillait à proximité, leva le nez de son parchemin pour dévisager la visiteuse. Des éléments sur la façon dont cela doit se passer, s'enquit Harry avec professionnalisme. Pour le moment, non. Je vois son visage et ses épaules, mais rien des alentours. Harry réfléchit un moment en triturant son stylo. Il tenta de se souvenir de la façon dont les songes de la devineresse lui avaient permis d'agir efficacement dans l'affaire de l'enlèvement à l'occasion duquel il avait fait sa connaissance. « Vous allez me décrire le plus précisément possible ce que vous avez vu, et on va évaluer ce qu'on peut en tirer, » proposa-t-il. « C'est juste une image. Je vois Mr. Ackerley étendu à terre. Son visage est pâle. Ses yeux sont ouverts, mais sans vie. » Harry nota soigneusement cette description. « Êtes-vous certaine qu'il soit mort ? » ?»« Oui. Des traces sur son visage, du sang, de la sueur, un peu de sang au niveau de la bouche, et peut-être de la poussière blanche, ce qui expliquerait qu'il soit aussi livide. Entendez-vous quelque chose ? » Elle fit un signe de dénégation.
Comment est-il habillé? Il porte une robe traditionnelle, à col brodé. Elle me semble grise, mais je n'en suis pas certaine. Il est possible que ce soit la poussière qui lui donne cette couleur. Il est comme maintenant, ou bien plus vieux? Elle répondit immédiatement, comme maintenant. De toute manière, quand j'ai ce genre de rêve, ils concernent un futur proche. Proche comment? Demanda Pritchard. Tous les rêves dont j'ai eu la clé sont des actions déjà enclenchées, donc des conséquences rarement éloignées. C'est généralement une affaire de semaines. Mais je dois vous dire que je n'ai pas eu d'explication à certaines de mes visions. Je ne sais pas si j'ai raté l'interprétation ou si elles ne se sont pas encore accomplies. Harry nota le laps de temps indiqué avant de remarquer. Ce que vous avez vu de moi la première fois que nous nous sommes vus était assez loin dans le passé. Elle marqua un arrêt avant de se souvenir à quoi il faisait allusion. Quand elle l'avait rencontré pour la première fois, elle avait distingué que le survivant avait eu 2 âmes en lui. Cette allusion à son ancien statut de Horcrux avait glacé Harry. Ce n'était pas une vision, mais une réminiscence, expliqua la devineresse. Les rêves prémonitoires marchent autrement. Je pense qu'ils ne peuvent se former que lorsque tous les éléments qui sont indispensables pour créer la situation que je vois sont réunis. Vous voulez dire que les éléments qui vont mener à la mort d'Ackerley sont déjà en place? Oui, c'est ça. Dans l'hypothèse où je vais mourir de vieillesse, intervint Pritchard. Vous pourriez voir mon trépas dès maintenant, même s'il ne doit intervenir que dans de nombreuses années, puisque les éléments qui vont l'amener sont en place depuis ma naissance. Sauf que l'usure de votre corps amenant le décès n'a pas encore atteint un point critique, annonçant la rupture finale, le contredit la devineresse. Et je ne peux pas non plus voir les vêtements que vous porterez tant qu'ils n'ont pas été tissés ou achetés. Ce que vous nous expliquez, c'est que la robe dans laquelle vous avez vu Ackerley décédé est déjà en sa possession, ou bien déjà livrée dans le magasin où il va l'acheter. Et s'il ne porte jamais cette robe, il ne va pas mourir, s'enquit Stanislas. S'il évitait de la porter, suite à mes indications, cela pourrait changer le futur, effectivement. Mais comme la robe n'est sans doute pas la cause du décès observable dans ma vision, cela ne modifiera que le vêtement qu'il portera ce jour-là. Mais alors, s'écria Pritchard, à quoi elle nous sert, cette vision? Je sais que c'est frustrant, reconnut la voyante, mais parfois les détails que je révèle permettent de déterminer le jour ou l'endroit d'un événement, et ensuite d'agir directement dessus pour en changer le cours. Comme je l'ai fait en me jetant sur l'oiseau qui m'a mené chez le kidnappeur en Porte-au-Loin, illustra Harry. Il faut quand même que l'événement en question soit évitable, ajouta-t-il après réflexion. Bien entendu, si quelqu'un doit mourir de vieillesse, ni rien, ni personne ne pourra l'empêcher. On ne peut se cacher éternellement de la mort, fit Harry avec un sourire nostalgique. Devant le regard d'incompréhension des 2 autres, il précisa « Le conte des 3 frères ». Ses interlocuteurs hochèrent sobrement la tête, et il enchaîna. Dans l'affaire Wigglesworth, vous avez fait plusieurs songes qui se sont complétés. Pensez-vous qu'il en sera de même cette fois-ci? Je ne sais pas. Parfois, je ne fais qu'un seul rêve sur le même sujet. Avec ce qu'on a ici, ça risque d'être un peu juste pour agir, remarqua Pritchard. Il y a parfois davantage d'indices dans une vision que ce qu'on peut en croire à première vue. Tout ce dont je suis certaine, c'est que plus je désirerais rêver de cette affaire, moins j'y réussirai. Croyez-moi, ce n'est pas la première fois que je souhaite désespérément en apprendre davantage. Il était évident qu'elle était sincère et qu'elle ferait son possible pour les aider. Harry n'avait pas d'autres questions à poser. Il regarda Stanislas, qui secoua négativement la tête.
Quand Harry revint, après avoir accompagné la visiteuse à l'ascenseur, Pritchard lui demanda « Tu y crois vraiment ?» « La divination est une forme reconnue de magie, » argumenta Harry. « Et cette femme m'a déjà prouvé qu'elle n'était pas une simulatrice. » Je ne vois vraiment pas comment on pourrait éviter à Ackerley de mourir avec de tels indices, si tant est que ce soit un accident ou un attentat. Tu soulèves un point important, remarqua Harry. Mon expérience en la matière m'a appris 2 choses. Non seulement une prophétie doit être interprétée pour être utilisable, mais en plus, en tentant de la combattre, il arrive qu'on la rende réelle. Je ne suis pas certain d'avoir compris ton 2e point, dit Pritchard après un petit silence. Ou plus exactement, je la trouve en contradiction avec ce que Pennyfold a dit tout à l'heure. Harry tenta de prendre un exemple sans rapport avec lui. Mettons qu'une prophétie indique que ton voisin va mettre le feu à ta maison. Pour l'éviter, tu fais ton possible pour le faire déménager en le persécutant. Au final, il va finir par incendier ta maison pour se venger de tes actions. Ou bien, par accident, en tentant de brûler les liserons gloutons que tu as plantés dans son jardin pour le convaincre de partir. D'accord, c'est le remède qui peut déclencher le mal. Mais dans le cas où la connaissance de la prophétie est l'élément déclencheur, comment cette prophétie peut-elle exister ? Harry considéra la question. Peut-être qu'elle n'est finalement qu'un élément qui va compléter les autres. Dans mon exemple, tu ne serais pas enclin à la prendre au sérieux si tu n'étais pas déjà en bisbille avec ton voisin. En tout cas, pas au point de planter des liserons gloutons pour le chasser. Il resta un moment plongé dans ses pensées. Que se serait-il passé si Rogue n'avait pas répété la prophétie de Trelawney à Dumbledore ? Est-ce que ses parents auraient pour une 4e fois défié Voldemort, provoqué sa colère, et les choses n'auraient-elles finalement pas tourné de la même manière ? Le plus sûr serait de ne rien faire du tout, proposa Pritchard. On n'y croit pas, on ne la déclenche pas. Sauf que dans l'affaire Wigglesmead, c'est parce que je l'ai cru que j'ai pu l'utiliser et retrouver la petite. On ne peut pas rester les bras croisés. Si Ackerley se fait tuer, comment expliquera-t-on notre inaction ? Objecta Harry. Je déteste la divination, conclut son adjoint. Je n'aime pas trop non plus, admit Harry, mais cela m'a déjà rendu service, alors je ne peux pas faire comme si je n'y croyais pas du tout. Je pense qu'on va commencer par prévenir Kingsley et Ackerley, décida-t-il finalement. Une demi-heure plus tard, Mandy Brocklehurst introduisit Harry dans le bureau ministériel. Ackerley était déjà arrivé. « De quoi s'agit-il » demanda le ministre, qui avait manifestement compris que c'était une nouvelle urgente et qui ne s'embarrassa pas des politesses d'usage. « Une affaire compliquée » soupira Harry avant d'en résumer les grandes lignes. Le ministre et son candidat restèrent un moment songeurs après avoir entendu son récit. « Cette femme est-elle fiable » questionna Ackerley. « Oui, j'ai déjà travaillé avec elle, et elle m'a bien aidé, » affirma Harry. « Justement, si elle était contre moi et voulait m'empêcher de faire campagne, elle pourrait utiliser la confiance que vous avez en elle depuis ce jour-là, » fit remarquer Ackerley. « Comment pourrait-elle vous empêcher de faire campagne » s'enquit Harry, froissé par la supposition du candidat. « Quel conseil allez-vous me donner » lui retourna Ackerley. Harry s'apprêta à répondre, puis retint les mots qui allaient lui échapper. Ackerley n'avait pas tort. Il se devait de lui conseiller de limiter ses déplacements et d'accepter une protection qui allait le couper des autres. Bref, rendre sa campagne moins efficace. « Qu'avez-vous de prévu prochainement » demanda Harry. « 3 visites encore ce matin. J'ai déjà du retard. Et 2 réunions cet après-midi. Autant vous dire qu'il est hors de question que je sois suivi par vos hommes. D'une part, j'aurai l'air d'un couard. Et d'autre part,
Cela m'empêchera de mettre suffisamment mes interlocuteurs en confiance pour des tractations délicates. Ce n'est pas une question de courage, argumenta Harry. Vous êtes menacé et... Kingsley n'accepte jamais d'être suivi par un garde du corps, coupa Adrian. Il a été auroré, et moi je n'ai même pas fait la guerre. Le rappeler serait un suicide politique. Oubliez. Si je ne fais rien et que vous mourrez, c'est mon service qui passera pour incompétent. Oubliez. Rétorqua sèchement le commandant des Aurores, fortement agacé par le ton employé. Kingsley ne lui avait jamais parlé ainsi. Il y eut quelques instants de silence. L'expression de Pritchard, comme celle de Shacklebot, indiquait clairement leur ferme intention de ne pas intervenir. Finalement, Ackerley leva les mains, paume vers Harry, comme pour indiquer qu'il ne voulait pas entrer en conflit avec son interlocuteur. « Je comprends que vous vous sentiez obligé d'agir, assura-t-il. Mais, de mon côté, je ne veux pas limiter mes chances de gagner sans être certain qu'une action est indispensable. Je ne peux pas vous prouver que la prédiction est juste, reconnut Harry. Je peux seulement vous faire bénéficier de mon expérience. On peut échapper à certaines prédictions si on agit correctement, et cette femme est une authentique devineresse. J'aimerais au moins que vous fassiez comme si quelqu'un voulait du mal. Avez-vous une robe de cérémonie, à col brodé, enchaîna-t-il. J'en ai plusieurs, et ce n'est pas difficile de les savoir. Je les porte régulièrement quand je fais campagne. Dois-je renoncer à porter des robes ? Harry examina le pantalon et la veste de son interlocuteur. Pas de robe aujourd'hui ? Demanda-t-il. Seulement cet après-midi, car je suis invité par une corporation. Ce matin, je rencontre individuellement des personnes influentes. Je n'ai pas besoin de ce cérémonial. La mode sorcière avait énormément changé depuis la guerre. Alors qu'auparavant, le costume classique était la robe sorcière, les vêtements à la moldue, mais de fabrication sorcière, étaient devenus de plus en plus portés, considérés à la fois comme modernes et pratiques. Mis à part les plus traditionnalistes, ou les personnes âgées, la robe se portait désormais uniquement pour s'habiller. Sortir dans un endroit chic, rendre visite à des connaissances éloignées ou professionnelles, des occasions particulières. En tant que champion du parti moderniste, Ackerley se devait de choisir ses vêtements avec tact. Si quelque chose doit arriver, indiqua Harry, ce sera un jour de cérémonial. Mais que vous renonciez à porter une robe ne changera rien, je le crains. Puis-je avoir votre emploi du temps ? Ackerley serra les lèvres. Pour étudier avec vous les précautions à prendre, tenta de tempérer Harry. Je vais voir ça avec ma secrétaire, fit Adrian Ackerley du bout des lèvres. Je peux vous faire suivre sans que personne ne s'en rende compte, tenta encore Harry pour convaincre son interlocuteur. Il vit le candidat se crisper. Sans que je m'en rende compte ? Interrogea-t-il d'une voix contrôlée. Pas sans un ordre de ma part, intervint alors Kingsley. Mais, de manière concertée, une protection discrète est une possibilité à envisager de manière ponctuelle, ajouta-t-il, ayant manifestement compris ce que proposait le commandant des Aurores. En fonction de l'emploi du temps que nous allons étudier ensemble, insista Harry. Il y eut une pause, durant laquelle le candidat sembla évaluer la confiance qu'il pouvait accorder à Harry. Entendu, finit par accepter Ackerley, mais à une condition. Je veux rencontrer cette femme qui aurait eu une vision sur moi. Discrètement, bien entendu. Harry réfléchit un moment. L'endroit le plus sûr serait du côté moldu. Je peux même modifier son image pour ne prendre aucun risque. Demain, au Starbucks Café de Euston Road, avec vous uniquement. Soyez tous deux méconnaissables, ordonna Adrian Ackerley en se levant. Maintenant vous m'excuserez, mais je suis déjà très en retard. Il les salua de la tête pour adoucir la brusquerie de son départ et sortit d'un pas pressé. Harry contempla un moment la porte qui se refermait, avant de reporter son attention vers le ministre de la Magie. « Des instructions » s'enquit-il.
Je suis certain que vous n'en avez besoin ni l'un ni l'autre, sourit calmement Kingsley. Harry lui renvoya un regard noir et se leva en disant « Alors, je ne vous dérange pas plus longtemps. » Kingsley lui sourit, et Harry ne put s'empêcher d'en faire autant. Le ministre sortant avait tout à fait raison de laisser Harry et le candidat se mesurer l'un à l'autre. Si Ackerley passait, ils auraient à travailler ensemble au minimum pendant 5 ans. Suivi de son adjoint, qui était resté silencieux durant toute l'entrevue, le commandant des Aurores réintégra son bureau. Il enferma soigneusement la porte et demanda « Qu'en penses-tu » ? « Il est évident que le prochain ministre n'aura pas autant de bienveillance à ton égard que l'actuel, » remarqua Pritchard, « ni la même compréhension de notre travail. » « Je savais bien qu'il n'était pas si charmant que ça, » grogna Harry. « Et l'autre, Higgs, tu sais des choses sur lui ? » « Il serait certainement un changement de politique important, » évalua son adjoint. « Et tout grand changement est toujours un mauvais moment à passer pour les fonctionnaires du ministère. »« Tu crois que j'ai du souci à me faire pour mon poste ?» s'enquit Harry, qui n'avait jamais réfléchi à la question. « On peut espérer qu'il ne soit pas assez idiot pour t'amener à agir contre le ministère, » jugea Pritchard en levant les yeux au ciel. « Higgs reviendrait sur les lois judiciaires ?» tenta d'évaluer Harry. « Ce serait difficile. Elles sont maintenant assez populaires grâce à tes copains journalistes. Et, de toute manière, tu continuerais à nous obliger à monter des dossiers bourrés de preuves, non ? » ?»« Oui, sans doute. Par contre, personne n'ira défendre les elfes ou les loups-garous si leur statut se dégrade, » craignit Harry. « Je n'ai jamais compris pourquoi tu tenais tant à ce qu'on laisse les garous se transformer en paix, » grogna Stanislas, qui savait que Harry avait soutenu le combat d'Hermione contre une législation contraignant lycanthrope à prendre la potion Tulou améliorée qui annulait les effets de la lune. Parce qu'une action répressive du ministère les aurait amenés à se méfier et à rentrer dans la clandestinité, expliqua patiemment Harry. Il est toujours plus efficace de convaincre plutôt que de contraindre. D'ailleurs, le nombre de réfractaires est en baisse, mois après mois. Plus le temps passe, plus ceux qui se refusent la potion constatent que ceux qui la prennent sont en bonne santé et vivent bien mieux qu'avant. Le problème est pratiquement résolu en Angleterre, et mon beau-frère Percy m'a dit qu'il en est de même dans les pays qui ont racheté le brevet. Et du côté des Moldus, continua-t-il, qu'est-ce qui changerait ? Le ministère arrêterait d'être en adoration devant eux, ce qui ferait plaisir à pas mal de sorciers que cette idolâtrie agace prodigieusement, énonça Stanislas, indiquant sans doute possible sa propre opinion. Mais ne t'en fais pas, les guildes resteront indépendantes et continueront à nous faire adopter en douce des habitudes moldues, ajouta-t-il avec un sourire ironique. Les guildes sont assez conservatrices, corrigea Harry. Elles refusent de mettre en vente des marchandises dont elles ne maîtriseraient pas totalement la fabrication et l'entretien. Certains chefs de guilde parlent même d'instaurer une taxe sur les achats qu'on ferait chez les moldus, si tu veux tout savoir. Oh ! Et tu parles encore à ton beau-frère Ron ? C'est une question dont nous débattons souvent, ma femme et moi, sourit Harry, qui ne mentait pas, car c'était un sujet de plaisanterie récurrent entre Ginny et lui. Les repas de famille doivent être assez particuliers chez vous, avança Stanislas. On ne discute pas tant que ça politique, assura Harry. Quand tu as une dizaine de mômes dans les pattes, ça limite le temps de parole. Je suppose, oui. Harry reprit son sérieux et revint au sujet de départ. Ça ne va pas être évident, jugea-t-il. Non seulement on manque d'éléments, mais en plus, il va falloir ne pas interférer politiquement. Sans compter que nous devons mettre le moins de personnes possible sur l'affaire pour limiter le risque de fuite. Ne te lance pas là-dedans tête baissée, conseilla Pritchard. Pas avant d'en savoir plus. Pas contre l'avis du principal intéressé. Parce que si ça tourne mal, tout va te retomber dessus. Si Ackerley meurt alors qu'on savait qu'il était visé, ça me retombera dessus de toute manière,
argumenta Harry. Et ça retombera en plus sur tous ceux qui espèrent qu'il devienne ministre. Mais si j'ai bien suivi, en agissant mal, tu donnes plus de chance à la prédiction de s'accomplir qu'autre chose, rappela Stanislas. Harry soupira. Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi on a toujours des enquêtes pourries avant les élections